quand j'ai fait ça, c'était fin 2019, début 2020. Il y avait encore autour de moi, en tout cas, énormément d'a priori négatifs sur le coaching. Ah bon ? Oui. Donc quand je disais très concrètement, quand je disais à mes amis entrepreneurs ou VC que je m'intéressais beaucoup au coaching, tout le monde prenait une moue en disant quoi, tu vas quitter le VC pour devenir coach ? Mais genre timide avec un truc genre, tu vois, genre Quel limite, mépris. C'était beaucoup de gens se disaient le coaching c'est du bullshit. Il y a quand même quelqu'un qui m'avait dit mais avec beaucoup de candeur. naïveté, voilà, de candeur. Mais coach, c'est pas un métier que les gens font quand ils ont foiré leur carrière. Au bout de 50 ans, ils deviennent pas coach. Donc, j'étais baignée de ça. Donc, au début, j'ai pas pris mon envie de devenir coach au sérieux, mais c'était plus fort que moi. Et donc, puis un peu de croyances limitantes aussi. Mais énormément, du coup. Des peurs, Et donc, ce que j'ai trouvé, je pense que mon cerveau, moi j'étais beaucoup dans ma tête, ce que mon cerveau a réussi à faire avaler comme couleuvre, c'est tiens, je vais me former au coaching, pas pour devenir coach, mais parce que pour le coup, je voyais déjà que c'était souvent des sujets humains qui faisaient la réussite ou l'échec des startups que j'accompagnais. Je m'étais dit, ça fera de moi une meilleure board member, une meilleure investisseuse. Au début, ça a commencé comme ça. Ouais. Je suis Solène Niederkorn. From Within est le podcast dérivé de FinScale. Il vient compléter mon exploration des transformations à l'œuvre en finance en s'intéressant cette fois-ci à ce qui change avec nous, en nous et entre nous. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur From Within. Je suis absolument ravie aujourd'hui d'avoir comme invitée Mounia Erka, qui est une ancienne VC qui travaille chez Isaïe et qui est maintenant coach d'entrepreneurs et qui a fondé une méthode de coaching qui s'appelle 108 milliards. Bonjour Mounia. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre. Cette fois-ci en tant qu'invitée, puisque tu animes également un podcast. Tout à fait. Et je dois dire que ce matin aussi, j'ai été invitée dans un autre podcast. Ah, c'est un grand plaisir de me mettre sur le siège du passager et de me laisser guider. Top. Alors, comme tu le sais, From Within, je l'ai créé après 5 ans avec FinScale, en parallèle de FinScale, parce qu'il me semblait hyper important, quand on parle de transformation d'une industrie, de toucher aussi la transformation intérieure des dirigeants. Donc, j'ai à ce micro des personnes qui ont fait des transformations radicales dans leur vie ou qui ont eu des moments de remise en question. Moi, je serais intéressée qu'on commence par ça parce que tu as complètement changé de ton braquet, parce que passer de VC à coach, c'est quand même très différent. J'aimerais que tu reviennes sur cette période-là et nous expliquer comment c'est arrivé. Oui. En fait, c'est assez classique et en même temps, à un moment, il m'a fallu une petite dose de courage. J'adorais mon métier, je me posais pas plus de questions que ça. Il se trouve que j'ai atterri un jour dans le cabinet d'un coach pour moi me faire coacher. Ouais. Et qu'à ce moment-là, c'est comme si j'étais tombée dans la marmite. J'ai adoré, je me suis passionnée pour le sujet. J'ai commencé au début juste en écoutant des podcasts ou en achetant des masterclass en ligne à me former, mais sans savoir ce que je faisais. Ouais. Et au début, j'ai pas pris ma passion au sérieux parce que je me disais, t'es pas la première ingénue qui, parce qu'elle a adoré son coaching, veut devenir coach. Donc, je sous-estimais un peu ça. Ouais. Et aussi parce qu'il y a un petit côté, le VC, c'est un métier, en tout cas, le regard qu'ont les gens sur ton métier est tellement valorisant qu'il y a un petit côté prison dorée quelque part où je me voyais pas quitter le métier. Et surtout que pour le coup, encore plus qu'aujourd'hui, à l'époque, quand j'ai fait ça, c'était fin 2019, début 2020, il y avait encore autour de moi, en tout cas, énormément d'a priori négatifs sur le coaching. Ah bon ? Oui. Donc quand je disais très concrètement, quand je disais à mes amis entrepreneurs ou VC que je m'intéressais beaucoup au coaching, tout le monde prenait une moue en disant quoi, tu vas quitter le VC pour devenir coach ? Mais genre timide avec un truc genre, tu vois, genre quel limite, mépris. c'était beaucoup de gens se disaient le coaching c'est du bullshit. Il y a quand même quelqu'un qui m'avait dit mais avec beaucoup de candeur. naïveté, voilà, de candeur. Mais coach, c'est pas un métier que les gens font quand ils ont foiré leur carrière. Au bout de 50 ans, ils deviennent pas coach. Donc, j'étais baignée de ça. Donc, au début, j'ai pas pris mon envie de devenir coach au sérieux, mais c'était plus fort que moi. Et donc, puis un peu de croyances limitantes aussi. Mais énormément, du coup. Des peurs, Et donc, ce que j'ai trouvé, je pense que mon cerveau, moi j'étais beaucoup dans ma tête, ce que mon cerveau a réussi à faire avaler comme couleuvre, c'est, tiens, je vais me former au coaching, pas pour devenir coach, mais parce que pour le coup, je voyais déjà que c'était souvent des sujets humains qui faisaient la réussite ou l'échec des startups que j'accompagnais. Je m'étais dit, ça fera de moi une meilleure board member, une meilleure investisseuse. Au début, ça a commencé comme ça. Ouais. Et puis, à un moment, tu t'es dit, allez. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée avec cette idée. Je suis partie en congé mat pour mon deuxième enfant
un peu à la fin de cette formation que j'avais faite, en me disant, je pars en congé mat et je reviens. Et puis, on était en train de relever un fonds. Et puis, super, quoi. Et en fait, le congé mat, quelques mois en dehors de ta vie normale, ça te remet 2-3 idées en place. Ouais. Donc, si tu veux, retour de... Ah bon ? De quoi te parles-tu, Mounia ? Et si tu veux, au retour de mon congé mat, c'était clair pour moi que j'allais pas faire du VC toute ma vie. Qu'un jour, j'allais faire autre chose où il y aurait un gros ingrédient coaching. Mais ça, c'était en mode un jour. Ouais. Et le jour de mon retour de congé mat, au final, à 14h, j'étais dans le bureau de mon patron pour lui dire que je voulais partir. Top. C'était... Voilà. Génial. Alors moi, j'ai vu l'évolution, parce que je te connaissais déjà de Isaïe, puis j'ai vu la boîte se mettre en place, enfin en tout cas toute la partie coaching, et puis l'avènement de 108 milliards. On reviendra sur la méthode que vous avez développée. J'aimerais que tu reviennes sur ces patterns et sur ces problématiques d'humains. En tout cas, moi, j'y suis particulièrement sensible sur les conseils auxquels je siège et puis dans les interactions que j'ai avec mes clients. Et ça, c'est vraiment un élément hyper important. Est-ce que, en regardant peut-être en arrière sur les situations peut-être compliquées que tu as dû vivre avec les boîtes des portefeuilles, du portefeuille que tu accompagnais, des patterns peut-être récurrents qui revenaient de ces entrepreneurs ? Ouais. Alors, il y a un truc qui est très problématique quand tu es entrepreneur, c'est tu remets à deux mains les décisions difficiles. Donc, une espèce de forme de procrastination qui fait que un truc qui aurait pu ne pas être un problème en devient un. Et de manière très concrète, tu vois bien, dès le début, tu sens qu'un collaborateur, ça va pas le faire. Ouais. Mais c'est OK. Ça fait un peu le job. Puis t'as la flemme de repartir en recrutement, ça a mis 8 mois pour le trouver, etc. Et ben du coup, tu le gardes. Il passe la période d'essai. Puis il est là. Et puis les problèmes... Il est toxique ou... Soit il est toxique ou juste... Voilà, juste en fait, tu savais que ça allait pas le faire. Ouais. Et des fois, il y a des gens, ils gardent un collaborateur pendant 3 ans comme ça. Et donc après, et pendant ces 3 ans, c'est pas comme s'ils faisaient du feedback en disant, tu sais, en fait, ça le fait pas. Et donc, au bout de 3 ans, quand la situation devient soit intenable, soit parce qu'il y a des vrais sujets, des résultats qui sont pas au niveau, là, tu veux te séparer du collaborateur. Mais lui, il voit pas le truc venir. Il dit, mais comment ça fait 3 ans que je suis là, tu m'as jamais dit que ça allait pas et maintenant tu veux... Et donc, je comprends que le collaborateur soit très énervé, menace d'attaquer en disant « mais vous m'avez jamais rien reproché et aujourd'hui, vous voulez me licencier ». Et donc, tout ça, c'est, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un manque de courage. Oui. Et quand tu es dirigeant, tu n'as pas ce manque de courage pour les gros trucs. Quelqu'un où vraiment, c'est ce que je vais appeler un smoking gun, ça, tu le règles. Mais c'est pour les choses un peu tièdes. Le collaborateur, ce qui est OK, mais qui n'est pas génial, qui a eu peut-être, ou en termes de désalignement de valeurs, qui a eu 1 ou 2 petits comportements pas OK, mais ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, tu vas mélanger les choses. Par exemple, quelqu'un qui est très sympathique. Donc, tu vas te dire, il fait du bien à l'équipe, en fait. Ouais. OK, en fait, il n'est pas, c'est pas un bon manager, ou il n'est pas assez bon dans ce que je lui demande de produire, mais comme tout le monde l'aime bien, ça risque de déstabiliser l'équipe si je touche à ça. Ouais. Donc, tu vois, il y a ça qui est vraiment un pattern tellement récurrent. Donc là, je donne l'exemple très concret du management et de la gestion d'équipe. Mais le fait, pour toutes les décisions qui sont un peu tièdes, le fait de les faire durer dans le temps, ça devient des très, très mauvaises décisions alors que ça aurait pu être vite réglé. Ouais. Et pour moi, une des qualités du dirigeant, c'est de décider vite, sans avoir la full picture. Ouais. Sans connaître le futur, globalement, ce qu'on ne connaît pas. Mais justement, ils confondent des fois. Il faut que j'ai trop d'infos pour décider. Du coup, je repousse la décision à 6 mois. Ouais. Alors que l'enjeu, c'est je décide vite et je détricote ma décision si ça ne va pas. Ouais. Et dans les autres éléments aussi, et je pense que tu confirmeras, c'est aussi les tensions qui peuvent exister entre les cofondateurs, puisque c'est presque comme un mariage, quoi. C'est sûr. Tu crées une entreprise. Et là encore, est-ce que dans les patterns que tu retrouves, c'est ce même manque de courage, ou alors là, il y a vraiment plus le volet affectif, en fait, qui rentre dedans, ou comme je disais, c'est comme un mariage civil. C'est vrai. C'est ça, en fait. Il y a le volet affectif qui rentre dedans, il y a le volet émotionnel, il y a la peur du conflit. Donc voilà, tous les trucs pas très importants. Ouais. On se dit, c'est pas grave, en fait. Oui, là, en vrai, au fond, ça m'a vachement vexée que mon associé me coupe la parole devant tout le monde. Mais c'est pas grave. Et donc là, il commence à y avoir des petits dysfonctionnements, des petits non-dits, mais exactement comme des relations de couple ou des relations amicales. Sauf que là, il y a énormément d'enjeux.
et qu'il n'y a pas d'autres éléments qu'il y a dans la relation de couple. L'amour, pour compenser, bien sûr. Voilà, donc ils font que, en fait, ça peut devenir complexe. Ouais. Et avec, chez beaucoup de fondateurs ou de fondatrices, à la base, on va dire une sous-qualification en compétences de communication. Oui, c'est bien dit. Et voilà, je jette pas la pierre, je pense que c'est une question de génération. J'espère que nos enfants seront plus efficients que nous, mais nous, on n'a pas été éduqués à la CNV. La CNV, communiquer nos émotions, nos besoins, dire là, écoute, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, j'ai besoin de... Donc tout ça, c'est du chinois. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était même mal vu. Ça serait venu à l'esprit de personne, il y a encore, je pense, 5 ou 10 ans, de dire à son associé, tu sais, là, je me suis sentie blessée quand tu as dit ça au board. Ouais. Voilà. Et donc, c'est comment est-ce que finalement, on éduque ces fondateurs sur un process qui leur convient aussi. Il ne faut pas non plus, parce que le problème, c'est parfois, OK, il faut vous éduquer à la communication non violente ou je ne sais pas quoi, et puis on les emmène dans un extrême qui n'est pas pour eux. Tu me disais un peu pour préparer l'épisode, tu me disais oui, des gens qui se disent très rationnels, qui sont pas très ouverts sur le dev perso, comment on les amène à parler d'émotions, tout simplement. Bon, il faut le faire avec un langage qu'ils sont capables de comprendre, oui, bien sûr, et les emmener à leur rythme. Alors ça, c'est marrant parce que tu parles vachement des interactions des individus les uns par rapport aux autres, que ce soit un boss avec un subalterne, enfin quelqu'un de son équipe, entre associés. Il y a aussi tout le volet, et je pense qu'on y reviendra, personnel, c'est-à-dire, et moi j'y ai été vachement sensibilisée, à toutes les croyances limitantes héritées de son éducation, toutes les peurs qu'on a, qui sont souvent larvées, sur lesquelles on a du mal à mettre des mots. Est-ce que sur ces sujets-là aussi, tu retrouves des patterns globalement récurrents avec ces personnes que tu accompagnes ? Je vais te donner un exemple. Les fondateurs qui, au début, se disent qu'ils veulent faire une énorme boîte. Et au début, ils sont portés par ça. Et il y a un moment, la boîte réussit très bien. Ils vont eux-mêmes s'auto-saboter. Parce qu'ils ont une croyance limitante qui est très répandue, c'est que les gens qui réussissent trop bien sont des méchants. Et c'est incroyable, ça. C'est un rapport à l'argent, c'est un rapport à... On n'a pas énormément d'exemples, en tout cas collectivement, de gens qui sont devenus des très très grands patrons et qu'on considère comme des gentils, quelque part. Ou en vrai, on n'est pas à leur place, on ne sait pas. C'est trop facile de l'extérieur de juger. Bien sûr, Mais en tout cas, cette peur de devenir, excuse-moi de l'expression, un fiefé connard, en fait, elle est inconsciente chez énormément de dirigeants. Au moment où ils pourraient commencer à diriger plusieurs centaines de personnes, etc. Et ça tu sens qu'il y a une différence entre des boîtes qui... Enfin, je pense que je crois connaître ta réponse, mais est-ce qu'il y a des différences entre des boîtes qui sont montées par des entrepreneurs aux États-Unis versus en Europe versus en Asie ? Complètement. On n'a pas du tout le même terreau culturel. Et c'est pas les mêmes... Après, il y a aussi des... Alors moi, j'ai pas trop de fondateurs en Asie. Donc, je vais pas te... Mais on voit bien que culturellement, c'est pas du tout le même rapport. En fait, c'est tout simple. C'est pas le même rapport au bien et au mal. À qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant. Si on revient à des choses beaucoup plus... Et l'alternative, c'est est-ce que je deviens cynique ? Et c'est pas la réponse. Enfin, c'est une réponse qui va convenir à certaines personnes. Mais qui va pas convenir à tout le monde. Et justement, le problème, c'est pour les gens à qui ça ne convient pas. Le côté, je prends de la distance. Cynique, en plus, j'exagère, c'est pas forcément, mais je prends une certaine distance. Un peu comme, je sais pas si t'as des amis médecins, où ils sont les premiers, quand ils sont entre eux, à faire des blagues sur leurs patients, mais c'est leur façon de prendre la distance, c'est pas méchant. Tu vois, et donc, il pourrait y avoir ce chemin-là, qui convient à beaucoup, mais qui convient pas à tout le monde. Et donc, c'est là... En fait, l'idée, moi, ce que je dis toujours, c'est que le travail que je fais essentiellement avec les fondateurs, c'est d'amener de la conscience. En fait, si je réagis comme ça, c'est parce qu'il y a ça. Puis après, je fais des choix. Puis je me dis, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas ? C'est OK, en fait, de te dire, je vais rester le goulot d'étranglement de ma boîte. Mais dans ce cas-là, t'assumes, tu sais que ta boîte, elle va pas devenir énorme, mais c'est OK. Pas. Tu peux te plaindre, mais voilà, choisis les moments où tu te plains. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de mettre de la conscience et de prendre la pleine responsabilité des résultats qu'on a.
Alors ça, c'est la Mounia de 2026. Quand tu repenses à celle que tu as, qui est dans le bureau de son boss 7 ans avant, est-ce que tu pourrais brièvement, et puis tu n'as peut-être pas envie de tout partager avec nous, mais nous donner des clés de compréhension sur cette progression intérieure que toi, tu as eue à titre personnel et qui t'a mené à créer cette méthode? Oui, complètement. Moi, au début, je suis allée vers un coach, vers de la thérapie, etc., par un besoin de me sentir bien. Vraiment, le truc de... Même pour te dire, c'est pas que moi, d'ailleurs, pour beaucoup de gens, la première étape de bien des démarches, c'est rendre la coloc avec soi-même supportable. J'adore cette image. Ouais. Vraiment, je ne suis pas allée parce que, oh là là, c'est vraiment, je voulais... En fait, si tu veux, moi, j'avais le syndrome de la première de la classe, donc je cochais toutes mes petites cases. J'avais compris un espèce de contrat tacite de la vie qui, en fait, est faux. C'est si tu fais tout comme il faut, alors tu seras heureuse. Puis à un moment, j'étais là, mais j'ai tout fait comme il faut. Comment ça se fait qu'il y a un truc, au fond, que je ne peux pas expliquer avec des mots, une pièce qui n'est pas à sa place, quoi. Ouais. Et donc, là, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai découvert plein de choses. J'ai guéri des traumas. J'ai avancé, quoi. Je me suis connue mieux. Et à ce moment-là, en fait, j'ai gagné, je pense, après, on fait la pyramide de Maslow. En fait, mon besoin de sécurité, mon besoin de reconnaissance a été plus assouvi parce que j'ai gagné en maturité intérieure, à me donner moi-même ce dont j'avais besoin. Du coup... mathématiquement, je suis allée vers le besoin de sens, sans le vouloir, quelque part. Tout à fait. Et donc, c'est là où j'adorais mon quotidien de Vici, parce qu'en vrai, il y a des grosses dimensions déjà très coaching. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le sens profond du métier, ça me parlait pas. Ouais. C'était pas ça mon truc. Ouais. Et donc, la blague que j'aime bien faire, c'est il y a un truc que j'avais pas compris avec le besoin de sens, c'est que c'est un besoin. C'est pas... Parce qu'en vrai... J'aurais aimé ne pas avoir... C'est pas cherry on the cake. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et donc, voilà un peu la bascule qui a été faite, qui m'a emmenée ailleurs. Ce fameux why qui ne s'applique pas qu'aux organisations. Pas du tout. Qui s'applique aussi à soi-même. Alors, t'es pas rentré dans le détail, donc on va aller un cran en dessous. Non, mais moi, je suis très... tout ce que tu veux. Je suis, tu le sais, très portée sur le sujet, et je trouve qu'il y a des méthodes qui se cantonnent uniquement au mental. Donc, c'est très intéressant mentalement de comprendre certains patterns, de les débunker, de travailler sur ses croyances limitantes, etc. Donc, tu pourrais éventuellement illustrer ça, mais je pense que beaucoup de personnes connaissent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller un cran plus loin et notamment retourner au corps. Bravo. Voilà, donc toutes les, moi, je m'y suis vraiment intéressée à titre personnel. Tout le coaching qui intègre le somatique, l'émotionnel. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas sensibles ou qui n'ont pas des coachs qui vont sur ces sujets-là, nous expliquer quels sont les bénéfices d'aller dans le corps? Tu ne peux pas ne pas aller dans le corps. Ouais. En fait, nous, voilà, avec notre mental très fort, on schématise. Mais le cerveau et le corps sont tout le temps reliés. Et en fait, en gros, il y a l'environnement, il y a nous. Nous, c'est un système cerveau-corps et encore schématise. Et il y a un truc entre les deux qui s'appelle les émotions. Les émotions, c'est simplement la façon que la nature a trouvée de nous donner de l'info et de l'énergie pour agir. Du latin émovere. Alors moi, j'entends beaucoup de dirigeants qui me disent « Non, mais moi, je suis très rationnel, je ne suis pas émotionnel. » Mais tout le monde... Alors, attends, je leur dis « 1. Tu confonds émotionnel et émotif. Et 2, si tu n'as pas d'émotion, c'est que tu es mort. En fait, juste très simplement, tout ce qu'on fait, on a des émotions. Alors après, on n'a peut-être pas des choses, justement, on n'est peut-être pas émotif. Ou tu as peut-être coupé le corps, donc en fait tu es dissocié. Mais ça veut dire que tu n'as pas d'émotion, c'est-à-dire que tu ne sais pas quelles sont. C'est comme tu as un système domotique dans ta maison, mais tu n'as pas conscience qu'il est là, et du coup, quand il fait trop chaud, au lieu d'aller régler le thermostat, tu ouvres les fenêtres. Bon, le système s'emballe. Donc, et toi, tu n'as aucune idée. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est la canicule. C'est un peu ça notre rapport. Donc, les émotions, moi, ce que je fais, c'est que je les dédramatise. Je dis que c'est physiologique, qu'on n'est pas obligé de faire de la philo dessus, qu'on peut mesurer des choses. Il y a ton rythme, si tu as peur, tu as ton rythme cardiaque qui s'emballe, tu as une sécrétion d'adrénaline. D'ailleurs, les animaux ont des émotions. Moi, j'aime bien donner l'exemple, une gazelle qui ouvre les yeux et qui voit un lion prêt à jeter sur elle. Elle a l'information danger et elle a l'énergie de se carapater. Tout simplement. C'est juste ça, une émotion. Et c'est excellemment bien fait. Après, il faut apprendre, justement, comme tout système domotique, il faut lire le mode d'emploi pour l'optimiser et pour l'utiliser au lieu de le subir.
Et donc voilà, moi je l'explique un peu comme ça aux gens. Je leur dis que ça n'a aucun sens. Par exemple, je vais donner une anecdote. J'ai quelqu'un qui voulait s'inscrire à notre formation de coaching, parce que maintenant je forme des coachs. Et donc, un moment où on expliquait un peu ce qu'on mettait dans la formation, elle me dit « Ah, mais je suis rassurée, mais comme c'est vachement neurosciences, la méthode 108 milliards, je suis rassurée de voir que tu parles aussi beaucoup d'émotions. » Je dis « Évidemment que je parle d'émotions. » Elle me dit « Non, mais je savais pas trop, neurosciences, pour moi, c'est cerveau. » Je dis « Mais en fait, ça n'a aucun sens de ne pas parler d'émotions. Tu peux pas. » Et donc, voilà, pour moi, on ne peut pas ne pas parler de somatique. Et après, c'est comment est-ce que tu le rends digeste et entendable pour des gens qui n'y connaissent rien. Pour des gens, on est tous, franchement, moi, je jette la pierre à personne parce que je pense que les 2 ou 3 premières années où je me faisais accompagner, quand on me demandait ce que je ressentais, je faisais « Oui, c'est ça. Ça, c'est l'Occident, en fait. Bien sûr. En Asie, ils sont beaucoup plus connectés au corps. Bien sûr, il y a des trucs culturels, il y a plein d'explications. Mais du coup, donc comment est-ce que quand on est au niveau 0 de ça, comment est-ce qu'on se réassocie petit à petit? Comment est-ce qu'on comprend? Et je pense que moi, je dis toujours que même pour la méthode 108 milliards, j'ai absolument rien inventé. C'est des choses qui existent depuis 60 ans minimum, neurosciences, psychologie. Mais c'est packagé. Mais voilà, moi, je l'ai packagé et je l'ai rendu digeste pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui se dit très rationnel. Et du coup, voilà, je lui explique, je lui parle d'un framework, je lui parle de téléchargement de pensée, et ça, ils adorent. C'est top. Alors, il y a un sujet sur lequel tu travailles aussi, c'est la plasticité cérébrale. Alors, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Et donc, j'aimerais aussi qu'on en parle un tout petit peu et que tu expliques, mais de manière concrète, quel peut être je dirais, le résultat après 1 an de coaching sur la plasticité cérébrale. Alors déjà, j'adore quand tu dis il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. C'est pas une croyance. C'est quelque chose qu'on observe en IRM. Non, je sais, mais parce que j'ai encore entendu quelqu'un dire qu'il n'y croyait pas sur un podcast, et c'était un philosophe qui. Il est gentil. C'est comme si on me dit, c'est comme en ce moment, il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate, pas de problème, mais juste pas de souci, on croit à tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on observe. Et d'ailleurs, avant qu'on puisse faire des IRM, pour le coup, c'était un système de croyance. Beaucoup de scientifiques disaient on n'a pas de plasticité cérébrale. Très concrètement, l'enfant, c'est une éponge. Il y a beaucoup de connexions. Donc, juste plasticité cérébrale, c'est la capacité de notre cerveau à faire et à défaire des connexions cérébrales, donc des connexions entre nos neurones, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de ce qui se passe. Voilà. Donc, avant, ils ne savaient pas parce qu'on ne pouvait pas observer. Et en vrai, on faisait ça de l'extérieur de manière empirique. On voyait quelqu'un, il avait une vie, il finissait ses études, donc au début, il apprenait plein de choses, et puis après, il faisait le même boulot, il parlait aux mêmes gens, il regardait les mêmes trucs à la télé. Et évidemment qu'au bout de 70 ans, la plasticité cérébrale était très diminuée. Pourquoi ? Parce que c'est un muscle. C'est sûr que si vous l'atrophiez, si vous ne le travaillez pas, vous perdez en plasticité. Et c'est sûr que nos enfants ont une plasticité cérébrale tellement meilleure que nous. Ça veut dire qu'on n'en a pas. Elle est énorme aussi chez nous. Après, l'IRM a été inventé. Il y a eu plein d'expériences, donc ce philosophe, il peut aller regarder. Il y a plein de choses, de gens qui ont eu des accidents graves, etc., où vraiment, c'est flagrant qu'on a énormément de plasticité cérébrale. Donc, ça existe. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que nous, on a inventé. C'est une capacité naturelle de notre cerveau. Après, nous, on peut la travailler. Alors, comment ça se travaille ? Et c'est quoi les bénéfices ? C'est quoi les bénéfices ? C'est que, moi, j'aime bien donner une image. Dans ta tête, tes connexions cérébrales, dis-toi que c'est un réseau de routes. Tu as plein de routes dans ta tête. Et d'ailleurs, tu as des autoroutes. Tu as des 2 fois 8 voies. C'est comme en Allemagne, extrêmement rapide, extrêmement fluide. Ça, c'est tout ce que tu fais, ce que j'appelle en mode automatique. Voilà. Tout ce que tu fais sans réfléchir. Aka, sans consommer d'énergie. Tu as appris à marcher quand tu étais bébé. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de réfléchir pour mettre un pied devant l'autre. Non, heureusement. Pour faire des phrases complexes dans ta ou dans tes langues maternelles, etc., etc. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a aussi beaucoup de ton expertise professionnelle. Un chirurgien qui est en train d'opérer, il n'a pas besoin de réfléchir pour faire ce qu'il a à faire. Alors que nous, si demain on devait le faire, on serait bien embêtés, tu vois. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait en mode automatique. Dis-toi qu'en termes de plasticité cérébrale, c'est juste des autoroutes. Donc, dans un bon sens, comme dans un mauvais sens. Nos fameuses croyances limitantes, nos habitudes, nos mauvaises habitudes, etc. Et on a aussi des endroits où soit il n'y a pas de route, soit c'est des petits chemins de montagne avec des cailloux. Donc c'est un peu galère. Tu les prends quand tu as beaucoup d'énergie, quand tu es motivé. Ça, c'est le mode adaptatif du cerveau. C'est tout ce qui n'est pas encore intégré. C'est toutes les nouvelles choses. Et l'idée, c'est pas de tout faire en mode adaptatif. C'est comment est-ce que je peux reprogrammer mon mode automatique pour que naturellement,
je fasse ce que j'ai envie de faire. Ouais. Pour que naturellement, j'ai envie d'aller courir si je me mette à la course, etc., etc. Et comment on peut faire ça ? Grâce à la plasticité cérébrale, qui est ni plus ni moins que cette capacité de notre cerveau à élargir les routes plus on les emprunte. Et si on n'emprunte pas une route pendant un petit moment, elle finit par rétrécir, voire par disparaître. Ouais. Exemple très concret. Est-ce que tu te laves les dents avant de te coucher ? Systématiquement, oui. Tu peux pas t'en empêcher. Moi, je sais c'est horrible, non, c'est dramatique si je vivre ça. Alors moi, je bois plus d'alcool depuis plusieurs années, mais je me souviens qu'à l'époque où je buvais encore, il y a des fois où je me mettais au lit après une grosse soirée un peu pompette et tout, et j'avais oublié de me laver les dents, et je m'allongeais, j'étais fatiguée, je voulais que dormir, et je faisais ça. Je me disais, c'est pas possible. Et je me relevais, j'allais me laver les dents. Donc même dans des moments de fatigue et tout ce que tu veux, de pas de conscience, donc clairement, c'était vraiment mon mode automatique qui fait que je me lave les dents. Donc, tu le fais même quand tu n'as pas d'énergie. Alors que le mode adaptatif a besoin d'énergie. Exemple contraire, je n'ai pas de mode automatique pour faire 10 pompes avant de me coucher. Donc, peut-être que si toi et moi, on se challenge, on s'amuse, on se dit, allez, vas-y, challenge, on fait 10 pompes avant de se coucher pendant une semaine. Peut-être qu'au début, je vais le faire. Mais dès que je vais être fatiguée, dès que je vais être stressée, dès que, en fait, je n'aurai pas l'énergie pour utiliser mon mode adaptatif, qui me demande de l'énergie, c'est sûr que je vais dropper. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser la plasticité cérébrale pour élargir les chemins qui nous arrangent et rétrécir ce qu'on... Et ça, il y a beaucoup d'exercices à faire. Bon, déjà, il y a le comportement, ce qu'ont fait nos parents avec nous et ce qu'on fait avec nos enfants pour les dents, tous les soirs. Allez, viens, on va se laver les dents. Non, si, on va se laver les dents. Pour que, hopefully, à un moment, ils puissent plus s'empêcher de le faire, tu vois. Il y a aussi tout ce qui est visualisation, et je sais que tu adores ce thème. Ouais. En fait, la visualisation, elle est basée sur une deuxième capacité du cerveau que je trouve fabuleuse. C'est que notre cerveau fait très, très peu de différence entre une situation que tu as vécue et une situation que tu imagines fortement. Avec fortement, c'est l'émotion. Le sentiment, l'émotion, voilà, le corps. Et donc, très concrètement, quand on revient sur ces routes, je te donnais la métaphore des autoroutes et des petites routes, à chaque fois que tu imagines ce que tu veux voir arriver, tu es en train d'élargir les chemins cognitifs vers ça. C'est-à-dire que tu es en train de, quelque part, de prompter ton mode automatique en lui disant c'est ça la réalité. Mais c'est ça. C'est incroyable ce que ça marche. Et ça marche pourquoi ? Parce que ton cerveau humain, d'Homo sapiens, a un besoin vital de cohérence. En fait, en permanence, notre cerveau reçoit trop d'infos, doit prendre trop de décisions. Donc, il garde un tableau cohérent. Et le mode automatique n'a pas de notion du temps. Il vit dans l'instant présent. Donc, imaginer, pas imaginer, passé, futur. Donc, si, à force d'élargir ces chemins vers ce que tu veux, être, faire, réaliser, ton cerveau automatique, à un moment, il croit que c'est ça la cohérence, la vie. Donc, inconsciemment, à l'insu de ce que tu as envie de faire, il te fait faire ce qu'il faut. Tu es dans une salle avec 100 personnes, tu sais pas pourquoi tu as parlé avec une personne. En fait, c'était la bonne personne pour lever des fonds, si tu étais en train de lever des fonds. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment un système de filtrage que ton cerveau fait. Moi, je sais que tout le monde me dit, tu vois tout le temps la vie en rose. Mais je me suis tellement éduquée à voir les choses de manière positive, optimiste, joyeuse, abondante. Tu as des biais cognitifs là-dessus. Complètement, mais dans le bon sens du terme. Alors, ça fait que parfois, j'ai tendance à trop bien voir les choses. Mais c'est pas grave. Je préfère être, je dirais, biaisée dans ce sens-là, 95% du temps. Et puis, de temps en temps me planter que l'inverse. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, dans les techniques que tu peux utiliser, donc il y a la visualisation, il y a l'écriture. Est-ce que tu peux en citer 4-5 comme ça ? L'écriture, c'est très puissant parce que ça te permet de débusquer tes croyances limitantes. D'une façon très, très efficace, avec un framework, etc. En fait, le framework, il consiste notamment à bien isoler ce qui est factuel dans ce que tu as écrit. Notre drame, c'est qu'on croit le bullshit que notre cerveau nous raconte. On vit dans nos histoires, bien sûr. Et on y croit. C'est-à-dire qu'on les confond avec la vérité. Donc déjà, voilà, l'écriture de manière intelligente avec un framework, ça change tout. Ça te permet de débusquer, puis ensuite de créer, de reprogrammer ce que tu veux. Ensuite, il y a la visualisation, les affirmations aussi, il y a plusieurs façons de visualiser, qui te permet de réinstaller une nouvelle réalité, des nouvelles pensées. Après, moi, ce que j'adore, c'est faire aux gens des comportements sur des sujets où il n'y a pas d'enjeu, qui en fait font tout bouger. Tout ce que je fais, moi, c'est des bases de psychologie comportementale et cognitive. Il y a comportement et cognitif. Les deux bougent ensemble. Si t'es que dans ta tête, ça sert à rien, mais justement, si tu bouges en même temps. Donc ça peut être... tiens, t'as du mal à avoir une discussion sur les limites avec ton associé, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce que la relation est émotionnellement chargée.
comment est-ce qu'on peut trouver d'autres domaines de ta vie où il n'y a pas de sujet ? Peut-être c'est t'as quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi, avec qui tu t'entends bien, mais où t'as l'impression justement parce que tu es gentil, parce que tu t'entends bien, que parfois il ou elle vient pas à l'heure et te dit rien, et tout ça. Bon, il y a peut-être moins d'enjeux. Comment est-ce que le challenge que je vais te donner en tant que coach, c'est t'as une discussion sérieuse avec ta personne de ménage pour mettre des limites en disant ok, c'est ok d'avoir 15 minutes de retard, c'est pas ok d'avoir 3 heures de retard. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc et tu commences petit, entre guillemets. Oui, pas d'enjeu. Parce que sinon, le système, il bloque. Il dit danger, danger, danger. Ouais. Le mode automatique, il n'aime pas le changement. Il faut vraiment se rappeler de ça. Ça le stresse énormément, le changement. Et comme il nous connaît par cœur, il sait très bien comment nous convaincre de ne pas y aller. Et donc, du coup, c'est ok, j'y vais sur un truc sans enjeu, ça fait déjà bouger mes chemins cognitifs, et après, je vais sur l'enjeu. Ouais. Hyper intéressant. Ouais. Et après, il y a un autre truc que j'adore. La respiration. Voilà, la respiration, pour moi, c'est la clé somatique, tu disais. Le silence aussi. Ah, le silence, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors moi, je fais des... Alors, je vais parler de moi. Bah oui. Le matin, donc j'ai toute ma routine, mais je pratique du silence. Et c'est-à-dire que je vide complètement mon esprit et je laisse infuser le silence à travers moi. Et en fait, ça m'apaise, ça me pose, ça me calme et ça me met en joie. C'est incroyable. Et ça, je le pratique très souvent, pas très longtemps. Tu vois, 5 minutes de silence. Bah, c'est de la méditation. En fait, c'est une forme de méditation. Effectivement, je comprends que ça t'amène beaucoup d'apaisement et de clarté mentale. Pareil, il y a plein d'études de neuroscientifiques qui montrent l'effet. Effectivement, ça va être à travers le silence. Il y a des gens, c'est en focusant leur attention sur un objet. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être une fleur, ce que tu veux. Mais c'est des formes de méditation, effectivement. En fait, c'est toujours de comment est-ce que je calme mon mental et comment est-ce que je prends de la distance vis-à-vis de mon mental. Donc après, il y a plein de routines, effectivement, pour faire ça. Le sport, moi, je fais beaucoup de yoga et ça a une importance considérable dans ma santé mentale, dans ma routine. En plus, dans ma routine de yoga, il y a de la respiration, il y a de la méditation, donc c'est complet. Mais là, j'étais plus en train d'essayer de voir, ok, comment on reprogramme au-delà de... Parce que pour moi, le silence, la méditation, le sport, le yoga, c'est comment est-ce que déjà je calme le système pour ensuite pouvoir faire le travail de reprogrammation de manière efficiente, quoi, et sans être dans la panique. J'aime bien dire, c'est comment est-ce que je sors un peu du monkey mind et pour pouvoir le reprogrammer. Il y a un truc que j'adore, moi, j'appelle ça le jeu de l'avocat américain. Tu sais, dans la plupart des universités américaines, ils ont des clubs débats où ils font des débats. C'est une activité, quoi. Ils adorent. C'est pour ça qu'ils sont bons en éloquence. Et en fait, quand tu es dans ces clubs-là, ils prennent un thème. Imaginons que le thème, ce soit est-ce que la cigarette est bonne ou mauvaise pour la santé ? Même un truc qui est factuellement... si tu es dans l'équipe qui dit la cigarette n'est pas mauvaise pour la santé, tu vas pas mentir, parce que tu as juré, machin. Mais tu vas être à la limite de la mauvaise foi. Tu vas aller sortir des éléments factuels, des pièces à conviction qui sont réelles, mais qui t'arrangent. Pour arriver à la thèse, la cigarette est bonne pour la santé. Et donc, ça pourrait donner des argumentaires du style, oui, ça peut donner quelques cancers. Ça, c'est typiquement ce que fait le mental. Mais oui, mais justement, là, l'idée, c'est... Moi, ce que j'invite les gens à faire avec ça, c'est de le faire à rebrousse-poil de ce qu'ils croient. Donc, ça peut rendre des maladies, mais c'est un facteur de sociabilisation et de bonheur énorme. Ma tante a rencontré l'amour de sa vie grâce à la cigarette. Bon, ils sont tombés malades à la fin, mais ils ont eu 40 ans magnifiques ensemble. Enfin, tu vois, c'est ça. Et donc, moi, ce que je fais faire aux gens, c'est... Ils ont une croyance limitante, on l'a spotée. Comment on fait pour s'en débarrasser ? Je leur dis, vous êtes dans l'équipe débat qui doit prouver l'exact contraire de ce que vous croyez. Donc, si par exemple, tu as la croyance qu'il va falloir que tu sacrifies ton projet artistique si tu veux vraiment que ta société réussisse, je vais te demander de revenir à la prochaine session avec 20 preuves que c'est parce que tu vas donner du temps à ton projet artistique que ta boîte va réussir. Donc l'exact contraire. Et je te dis, c'est pas grave si tu n'y crois pas au début, je m'en fiche. Je veux que tu sois dans cette équipe débat où tu es à la limite de la mauvaise foi, où tu sais au fond que la cigarette, c'est pas mauvais, c'est pas bon pour la santé, mais tu me sors des facts, donc tu mens pas de fake news, et qui disent exactement le contraire. Intéressant. Ça marche très, 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 très bien. J'ai eu des effets assez bluffants. Et comment tu ancres après ça ? La répétition. La répétition, c'est un point clé. Et mine de rien, c'est pour ça que j'ai un métier, parce qu'en vrai, je pourrais expliquer, les gens vont écouter notre épisode et puis ils vont jamais faire appel à un coach. L'info est là, tu vois. Mais le fait de prendre un coach fait que tu
tu fais ce que tu ne fais pas tout seul, alors que tu sais que c'est bon. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai beaucoup de coachés qui me disent, je travaille avec eux depuis certains pendant plusieurs années, je leur dis, c'est bon, de quoi tu as besoin? Ils disent, hop. Le fait d'avoir rendez-vous avec toi, fait que je vais faire les exos, et si je ne les ai pas fait avant, je vais les faire avec toi. Ouais. Moi, j'aime bien dire que même le coach sportif, il a fait son taf quand il a sonné à ma porte. Moi, j'ai 2 coachs sportifs. Et je sais que j'ai mauvaise conscience quand j'ai pas rentré mes sessions dans l'app. Mais oui, parce que tu as le coach sportif qui... Il va me demander des comptes. Oui. Alors qu'avec soi-même, on n'a pas de problème à se ghoster, comme j'aime bien dire. J'aimerais que tu reviennes quand même un petit peu en détail sur la méthode que tu as mise en place. Finalement, comment tu as fait tes arbitrages? Comment tu l'as construite et sur base de quels besoins? Ok. En fait, quand j'ai commencé à coacher des gens, donc c'était fin 2019, début 2020, j'ai appliqué de manière assez scolaire ce que j'avais appris dans ma formation de coaching, qui est une formation classique. Les gens avaient l'air plutôt contents, mais moi, je me disais, je trouvais ça un peu mou. Et parce que j'étais peut-être encore dans la première phase un peu scolaire. Et je me souviens que... après, t'étais quand même environnée d'entrepreneurs ambitieux. Mais au début, même si c'était des entrepreneurs et tout, moi, j'avais appliqué. Ils avaient l'air assez contents, mais moi, j'avais pas l'impression que c'était révolutionnaire, ce qu'on faisait ensemble. Non, mais ce que je veux dire, c'est que venant du VC, t'avais été quand même en contact avec des personnes qui changent vraiment des marchés. Oui. Donc, je pense que tu devais être empreint de ça aussi. En tout cas, au bout de très peu de temps, au bout de quelques mois... je me souviens qu'il y a une de mes coachées, donc une personne qui m'a contactée, j'avais coaché son mari. Et elle me contacte en me disant « Ah, mon mari a adoré le coaching, j'aimerais bien que tu me coaches. » Et je lui ai dit « Ok, est-ce que tu es d'accord pour que je bêta-teste ma méthode au lieu de faire ce que j'ai fait avec ton mari ?» Elle m'a dit « Oui, ce que tu veux, je te fais confiance. » C'est là où je me suis posée, je me suis dit « Attends, j'ai pas envie de continuer à faire ce que j'ai fait. » Même si j'en étais empreinte, il y avait des très bonnes bases dans ma formation. Mais je me suis posée un jour, je me suis dit « Mounia, qu'est-ce qui a été toi dans ton développement perso ?» Parce que moi, j'avais vu plein de coachs, je me suis formée à plein de trucs, c'était ma passion. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été game changer? Et en fait, j'ai écrit 3 choses. 1, le passage à l'écriture. Le jour où un coach m'a fait écrire et pas juste parler. J'écrivais et après, on débriefait de ce que j'avais écrit. Ouais. Parce que ça, en fait, ça te permet d'aller dans des couches de l'inconscient immédiat. Ouais. D'aller voir vraiment tes pensées limitantes qui dirigent ta vie, mais que tu censures à l'oral parce que tu vois bien qu'elles sont absurdes. Donc ça, l'écriture, je l'ai écrit. Le deuxième truc, la visualisation. Et la troisième chose, c'est justement... le fait de distinguer ce qui est factuel des histoires que je me raconte. Et donc, tout ça, c'est là que j'ai packagé ça sur 2 gros piliers qui sont téléchargement de pensée et visualisation. Après, il y a d'autres piliers qui se sont ajoutés assez naturellement. Mais si tu veux, c'était ça vraiment l'élément. Et donc, j'ai fait ce travail avec cette personne en premier, et puis après avec plein d'autres. Et j'ai eu plein de personnes qui, au bout de quelques sessions, avaient un effet waouh. Genre, waouh, ça change ma vie. Et j'étais pas dupe, je savais très bien que c'était pas moi qui était... Je suis pas magicienne, je suis très normale. Mais c'était la méthode. Et cette méthode, encore une fois, c'est des basiques de neurosciences et de psychologie comportementale que j'ai juste packagé comme il fallait, entre guillemets. Et pourquoi est-ce que ça a changé la vie des gens? Parce que l'image que j'aime bien donner, c'est avant, c'est comme s'ils se baladaient dans une ville étrangère et qu'ils ne savaient ni lire ni écrire et encore moins parler la langue du pays. Et qu'à un moment, on met la lumière et qu'ils apprennent à lire et à écrire cerveau. La vie est plus claire. On ne devient pas des super-héros. Ah non, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je n'ai pas fait cette méthode, mais je l'ai fait de manière... différente, j'imagine. Il y a plein de choses. Alors, donc ça, c'est la méthode, je dirais, pour quelque part avoir ces étapes pour accompagner les coachés. Mais il y a aussi l'environnement du coach lui-même. T'entends quand même pas mal de personnes qui développent un business de coaching après des belles carrières ou au milieu d'une carrière, enfin que sais-je, chaque parcours est différent. Mais il y en a quand même très peu qui transforment l'essai et qui en vivent bien. Ouais. Et ça, tu l'as intégré, c'est ça que je trouvais intéressant aussi. Je trouve ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se former au coaching alors qu'ils ne travaillent pas vraiment sur eux. Déjà. C'est vrai? Ah ouais. C'est incroyable. Qui n'ont pas fait le taf. Ils le font sur des choses, mais pas sur tout. Moi, l'image qui m'est venue souvent en discutant avec des gens, c'est en fait, ils ont rangé leur maison, sauf qu'il y a un énorme rocher au milieu du salon, mais alors, tout le monde fait comme s'il n'était pas là. Et notamment le rapport à l'argent, le rapport à sa valeur, le rapport à sa légitimité. Ouais. Donc ça se révèle. Donc déjà, il y a cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est que l'essentiel des formations de coaching ne t'apprennent pas à monter un business de coaching. Un business où tu dois être à l'aise avec le fait de te vendre
Et se vendre, les gens s'imaginent que c'est le représentant de commerce. Donc il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'aime pas me vendre ». Je dis « Bah oui, mais parce que tu as des idées reçues, tu as des croyances sur ce que c'est que se vendre. C'est pas du tout ce que tu crois. » En vrai, moi, par exemple, j'ai carrément fait une formation avec une coach américaine qui apprend aux coachs à vendre du coaching. Donc, tu vois, et elle disait, elle m'avait donné une équation qui était tellement simple. Elle m'a dit « Coaching is selling and selling is coaching ». Ok, en fait, j'ai juste besoin de rencontrer des gens, de m'intéresser profondément à eux, ce qui quand même, j'aurais pas fait ce métier si c'était pas facile pour moi. Ouais. Et de leur poser des questions qui me semblent de bon sens pour les aider à cheminer. Ouais. Et puis t'inquiète pas qu'ils vont acheter s'ils en ont besoin, il y a pas de souci. Ouais. Bon, j'ai quand même un process de vente. Hein. Mais si tu veux, c'est les fondamentaux philosophiques, c'est ça. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching, qui n'apprennent pas à monter un business de coaching, qui en plus ont des tonnes de croyances limitantes sur eux, sur leur capacité à se vendre, à être légitime, etc. Et qui se lancent quand même avec ça. Bah, ça marche pas, en fait. Et du coup, ils s'usent et ils arrêtent au bout d'un certain temps. Exactement. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, ce que je dis beaucoup dans mes formations, parce que nous, pour le coup, on a lancé cette formation de coaching, alors pour transmettre la méthode 108 milliards et pour apprendre aux coachs à monter un business. Quoi. Nous, on dit, on a un protocole, maintenant j'ai vu plein de coachs le faire, pour faire au moins 100 cas de chiffre d'affaires avec ce métier. Tu vois, après, tu peux faire beaucoup plus. Moi, je fais plus maintenant, mais en tout cas, tu peux faire ça. Et en fait, ce que je leur dis, c'est au-delà de c'est cool, vous allez faire le métier que vous aimez et en vivre correctement. Ça, c'est limite pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. La réalité, c'est que c'est un terrain de jeu de développement personnel, de connaissance de soi qui est fabuleux, le rapport à l'argent. Bien sûr. Parce que ça inclut ton histoire personnelle, ton histoire familiale, la culture dans laquelle tu as grandi. On a tous des choses en commun. On a un inconscient collectif sur ce truc qu'on a inventé qui s'appelle l'argent, qui est quand même très présent dans nos vies, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Et on a beaucoup d'histoires sur ce truc-là. Tu vois ? Et donc, je me dis, en fait, prenez-le comme un terrain de jeu. Et le fait de se fixer un objectif de chiffre d'affaires avec votre boîte ou quoi, c'est pas tant l'objectif qui m'intéresse, c'est le fait que quelle personne vous allez devoir devenir, sur quoi vous allez devoir vous dépasser pour atteindre votre objectif. Et je trouve que quand on accompagne en coaching des dirigeants, des entrepreneurs, même des cadres, etc., si toi, tu n'as pas dépassé ça sur toi-même, mais qu'est-ce que tu vas aller aider les autres à dépasser leurs croyances limitantes ? Non, tout à fait. Mais je pense qu'il y a encore un énorme biais culturel en Europe sur la notion de réussite financière, réussite sociale comparée. Alors, je reviens toujours à mon exemple américain, mais et je pense que c'est vachement lié au mindset growth que tu as aux US et que tu n'as pas en Europe. Moi, je me suis formée sur la vente. J'ai réalisé qu'en fait, pendant des années, j'avais considéré la vente comme quelque chose de pas noble. Tu vois ce que je veux dire ? Et presque, l'argent, c'est pas quelque chose de sale, mais c'était accessoire. Alors que je me suis dit, en fait, c'est beau que ce soit accessoire, mais ça me permet de développer ma boîte, etc. Donc, il n'y a que ceux qui en ont beaucoup qui peuvent se permettre de penser que c'est accessoire. Voilà, exactement. Non, mais donc c'était intéressant et ça a été un peu une prise de conscience. Déjà que c'était super et que c'était noble, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant, et en tout cas dans ce qui me concerne, c'est que c'est très dur quand tu te vends toi, quand tu vends ta boîte. Les services de ta boîte, etc. C'est très différent. Tu n'es pas cette chose. Mais quand c'est ta boîte, d'ailleurs tu incarnes vachement ta boîte, ce qui est le cas pour moi, c'est beaucoup plus personnel. Ça touche en fait à ta valeur et la valeur que tu te donnes. Tu peux pas le faire si tu bosses pas sur toi, en fait. Exactement. C'est ça qui est génial. Il y a ça. Et aussi sur la notion de vente, c'est que dans la vente, il y a le don, mais il y a la réception. Et donc, c'est de pouvoir te mettre suffisamment en connexion avec l'autre pour comprendre ses besoins et donc écouter ses besoins. Et comme c'est lié vachement à ta valeur et te vendre toi, tu en rajoutes, t'en fais un peu trop et tu n'es pas suffisamment à l'écoute de ce que l'autre a besoin de comment tu peux l'aider. Donc, il y a une notion d'humilité qui est quand même aussi importante à avoir. Et à partir du moment où tu as compris ça, je pense que tu as déjà résolu pas mal de choses. Complètement. Et tu as dit beaucoup de mots-clés, mais notamment se connecter à l'autre, vraiment comprendre ses besoins. Et comment, moi j'apprends aux coachs en formation, une fois que vous êtes en entretien avec un prospect potentiel, vous devez vraiment faire table rase de vos propres peurs, vos propres objectifs, vos propres besoins, est-ce que je vais signer ce client parce que j'ai besoin de payer mon loyer ou que sais-je. Vraiment, l'idée, c'est de te connecter à l'autre et d'être là pour l'autre. Et
d'oublier quelque part. Après, quand tu sors de l'entretien, tu peux revenir à tes, Non, tout à fait. tes inquiétudes, mais c'est super important pour moi. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est très noble, en fait. Je ne vends pas... je me laisse acheter et c'est toujours au service du client et sans être dupe. Pour moi, c'est win-win. Mais c'est à mon service aussi. C'est win-win. Voilà, en fait, c'est vraiment une co-relation, une co-construction qui doit être gagnante-gagnante. Ouais. Et j'ai pas de... Même, tu vois, sur les prix, sur machin... Enfin, moi, je me dis, vu la valeur que ça crée dans la vie de mes clients, mais je pourrais facturer ça beaucoup plus cher. En vrai, c'est pas ça qui influence mon prix. Qui influence mon prix, c'est à quel prix, moi, je suis honorée, je suis contente de faire mon métier. Mais peut-être qu'un jour, ce sera moins que ça, peut-être un jour, ce sera plus que ça, en fonction de plein de critères. Ouais. Mais ça ne dit rien, en fait. Justement, il y a beaucoup de jeunes coachs qui sont trop à mettre ça avec leur valeur. Je dis, mais... En fait, je les taquine. Des fois, je leur dis, mais c'est égocentrique de penser que ce qui est en jeu, là, c'est ta valeur. Ouais. On n'en a rien à cirer de ta valeur. Ouais. Là, ce qui compte, c'est le coaché, il a un besoin, ça peut changer sa vie, ça peut avoir un impact énorme sur lui, sur ses proches, sur son entreprise, sur ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ta valeur, en fait, à l'instant T? Je les taquine parce que ça permet de dégonfler ces peurs qui n'ont pas de sens, en fait. Tu te fais coacher, j'imagine. Bien sûr. Comment tu t'organises avec ton coach? Alors, très bonne question. En fait, moi, je me fais superviser. Donc, j'ai un superviseur qui, en fait, me coach sur tous les sujets possibles. J'ai aussi une thérapeute. En ce moment, je fais de l'EMDR. Je trouve ça fabuleux. J'ai pris un autre coaching avec quelqu'un d'autre qui me fait faire beaucoup de trucs somatiques et surtout de choses on appelle ça de l'embodiment. Donc vraiment, ça passe moins par la tête, etc. Donc comment je m'organise? En fait, moi, je considère que mon dev perso, c'est ma première matière première. C'est ta formation continue, quoi. Mais bien sûr, je ne peux pas. Et pour moi, c'est comme ça que je me continue à me former. Tout ce que je vais faire, même comme formation, c'est toujours des mélanges de formation coaching où j'apprends des choses théoriques, mais où je pratique. Il y a que ça. Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que tous les outils qu'on utilise, je vois certains coachs qui veulent accumuler les outils. Moi, j'utilise très peu d'outils de tout ce que j'ai appris, parce que les seuls que j'utilise, c'est ceux que j'ai ressentis dans mes tripes sur un sujet qui m'a vraiment parlé. Oui, bien sûr. Et du coup, quelque part, la meilleure façon, c'est de se faire coacher / superviser. Et encore aujourd'hui, moi, je le dis pour rigoler à mes amis quand ils me demandent qui est un bon coach, avec qui pourrait... Je leur dis, vérifiez que la personne se fait coacher ou superviser, sinon vous barrez en courant. C'est clair. Mounia, c'était hyper intéressant. Je termine systématiquement From Within avec 3 questions. Je vais te demander de répondre du tac au tac. Un mot qui résume ton parcours d'entrepreneur. Conscience. Le sentiment qui t'habite quand tu finis une mission avec un client. Gratitude. Et un conseil que tu donnes aux coachs qui suivent ta méthode. Un conseil, parce que tu en donnais plein, mais si tu en retiens un. Observez bien votre niveau d'énergie. Merci, Mounia Erka. À bientôt. Merci, Solène. Merci d'avoir écouté From Within. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. Et pour aller plus loin, vous pouvez également vous abonner à la newsletter FinScale sur Substack. Vous y retrouverez réflexions, ressources et outils pour avancer à la croisée du business et du développement intérieur. À très bientôt!